Nous continuons le flashback du grand roi Harald, enchaînant révélation sur révélation sur la vie qu'il a menée. Il a grandi aux côtés de Dori et Broggy, mais tout comme son fils Loki, se distinguait déjà par sa carrure imposante. Il rencontra Ida, la mère de Eärendil, qui le mènera vers le droit chemin, une femme si exceptionnelle qu'Harald s'intéressera davantage à la cohésion entre les peuples, le rassemblement, plutôt que le sang de la guerre. Chère Ida, on t'attend aussi dans notre monde, hein, c'est quand tu veux. Le problème étant qu'Harald ne pouvait rester avec ce que les anciens d'Elbaf appellent un sang impur. Ida ne vient hélas pas de l'île des géants. Non, il lui colle plutôt Estrida au basque, une géante issue d'une famille aisée qui a un étrange attrait pour l'ésotérisme. Ça, on va bien en reparler. Je vous annonce que pour l'instant, Estrida ne sera sûrement pas beaucoup dans vos cœurs, car c'est elle qui donnera naissance à Loki, mais à la vue des yeux fendus du jeune prince, elle le jettera littéralement, oui, dans le monde souterrain. Loki, bébé, s'accrochera pourtant à la vie, tentant désespérément de remonter l'arbre d'Adam pour retrouver la famille l'ayant rejeté. Voici la tragédie du prince maudit d'Elbaf, avant et après sa naissance, celui à qui on attribuera une malédiction qui pèsera sur son nom pendant des décennies. Ok, bon, sur ce coup-là, je vous ai encore bien averti, l'histoire de Loki nous brisera le cœur, en tout cas, le mien est en miettes, et ne fait qu'accentuer l'amour que j'ai pour ce personnage. Après ce résumé très global du chapitre, il est quand même temps de se focaliser sur des points très précis qui nécessitent une analyse approfondie. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à noter et à décrypter encore une fois. On va commencer par le côté Ida, Harald et Eärendil. Déjà, concernant ce dernier, j'ai trouvé ça étonnant qu'il rejette son petit frère avant même de le connaître. Non, parce que depuis le début d'Elbaf, Eärendil se place en victime vis-à-vis de Loki, qui l'insulte, qui le rejette, qui le rabaisse. Mais si ce n'était finalement pas toute la vérité, ou du moins que le contexte est trop important pour être omis. Si jamais Eärendil a toujours repoussé la présence de Loki, lui qui devait être très probablement à la recherche d'attention, de beaucoup d'attention, même dans son plus jeune âge, après avoir été abandonné par sa mère, il est normal qu'en grandissant, le prince maudit ait également nourri des sentiments négatifs et violents envers son grand frère, qui ne voulait peut-être pas de lui. Ça reste à confirmer bien sûr, mais tout de suite ça donnerait un peu plus d'explication aux brouilles que les deux avaient, équilibrant les torts de l'un et de l'autre. Maintenant, j'aimerais me concentrer vite fait sur les paroles d'Harald, ses dernières paroles à la fin du chapitre, plus particulièrement. Puisqu'il m'a fait comprendre une évidence absolue, c'était tellement obvious que je me dégoûte de ne pas avoir vraiment capté de moi-même avant. Il se plaint du gouvernement mondial et se demande pourquoi les pays ne peuvent pas agir librement, pourquoi ces barrières, ces murailles, pourquoi cette séparation et cet isolement entre chaque pays, pourquoi ces frontières. Et après que ce chapitre ait révélé que Harald ait interagi avec les hommes poissons et tenté de s'approcher de Wano Kuni, je me suis rendu compte que, en plus des géants sur Elbaf isolés, des hommes poissons isolés, des samouraïs de Wano isolés, il y avait aussi les Minks de Zoo, ainsi que les Tontata qui restaient à l'origine sur Greenbeat, qui se trouvent être des peuples isolés. Et puis aussi et probablement les Lunarians, car King serait à ce qu'il paraît le dernier héritier de cette tribu, qui est d'ailleurs aujourd'hui recherché par le gouvernement, pour chaque information qu'on a à son sujet. Et toutes ces races, vous savez pourquoi je vous en parle? Vous savez pourquoi elles sont si liées à la fois les unes aux autres, en plus de l'isolationnisme qui a frappé leur civilisation? La réponse se trouve à la fin du chapitre 1138, dans une double page légendaire qui aura marqué chaque lecteur comme s'il découvrait pour la première fois le One Piece. La fresque d'Elbaf, mesdames et messieurs, cette gravure qui révèle sans qu'on le sache le passé, le présent et le futur de cette œuvre. Toutes les tribus et les peuples que je viens de vous citer à l'instant, victimes de cet écartement du monde, se retrouvent ici même, dans cette fresque, combattant le démon aux côtés de Nika. Est-ce que vous comprenez? Si depuis toutes ces années, le gouvernement bloque certains pays, si le gouvernement les empêche d'agir librement, allant jusqu'à se mettre en travers d'Harald, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils craignent que ces pays isolés s'ouvrent les uns aux autres. Car ces pays représentent les alliés les plus anciens et les plus puissants de Joy Boy, de Nika, et le retour de leur alliance symboliserait la plus grande menace que le gouvernement ait à affronter. Tout comme eux-mêmes se sont alliés entre 20 rois pour défaire l'ancien royaume, Nika a beau être un danger et l'ennemi ultime d'Imu, il n'en reste pas moins incapable de vaincre seul les démons du gouvernement et avait besoin de l'aide d'autres pays. Luffy a donc beau être l'élu du dieu soleil, sans les autres peuples, il n'est rien. C'est précisément pourquoi les géants sont si déterminants dans la guerre à venir, allant jusqu'à changer le cours de la bataille en fonction du camp qu'ils choisiront. Et justement, j'en viens à réaliser une autre chose en rapport avec ça, en rapport avec cette guerre du siècle oublié de Joy Boy et toutes ces tribus contre le gouvernement. Et si Joy Boy avait échoué non pas par manque de puissance ou par erreur de sa part, mais plutôt à cause d'un problème au sein de l'Alliance? Un peuple particulier ne s'est-il
peut-être pas ralliés à lui, tels que les géants, et ce malgré la présence d'un personnage rappelant Loki sur la fresque? Est-ce qu'un peuple aurait trahi Joy Boy après avoir été corrompu par le gouvernement, sachant que les trahisons sont monnaie courante de One Piece dans chaque Anta et protagoniste qui se font trahir à un moment clé de l'histoire? Exactement d'ailleurs comme Lily d'Alabasta aurait trahi le gouvernement mondial en aidant les poneglyphes à s'éparpiller, eh bien le camp des protagonistes mené par Joy Boy aurait bien malheureusement subi un coup de poignard directement de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, si le gouvernement craint tant ces pays et refuse à ce point-là de les voir s'ouvrir au monde, c'est précisément pour éviter que la catastrophe d'il y a 800 ans se répète, une catastrophe ayant presque mené Joy Boy à remporter la guerre contre les 20 rois. C'est pour ça que le symbole du soleil est si important, c'est pour ça que Lily dans sa lettre appelait à protéger les poneglyphes, mais surtout à lever le drapeau de l'aube. Car c'est sous ce drapeau, sous ce symbole, que les géants se rassemblent, que les hommes poissons se rassemblent, que les samouraïs de Wano se rassemblent et que les Minks de Zou se rassemblent. Chacun cherche à lever l'aube, en prenant part à la guerre aux côtés de Joy Boy et donc prochainement aux côtés de Luffy. Le gouvernement a vraiment bien bossé. Diviser leur pays et les priver de leur histoire permet d'empêcher leur alliance. Tout simplement car ces peuples ne connaissent pas réellement leur passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé il y a 800 ans. Sauf un, Oden, qui a découvert sur Laftel que son pays était connecté à tous les autres. Il est aujourd'hui totalement compréhensible et totalement logique qu'il voit en Harald un véritable ennemi, une nuisance, tant il cherchait à briser le tabou de l'isolation des alliés du soleil. Tiens, justement, parfait moyen de rebondir sur l'une des cases du flashback d'Harald. Après avoir rencontré Ida et s'être excusé auprès du royaume humain qu'il pensait exploiter la géante, Harald et les géants se mettent à danser sous la lune en prenant la pose de Nika. N'oublions pas que les géants sont étroitement liés à la légende du dieu soleil. Il est donc loin d'être illogique de le voir reproduire cette danse si particulière. C'est encore une fois une preuve que l'influence des géants et des pays liés à Nika représente un danger pour le gouvernement qui a toutes ses raisons d'éviter un maximum les contacts entre ces peuples. Moi, en tout cas, j'oublierai jamais qu'un boucanier a réussi à faire danser un amiral de la marine sur le rythme de Nika. Et si ça, c'est pas de l'influence néfaste pour Imu, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc voici la réalité et la vérité autour de ces peuples répartis et isolés. Ils sont tous la clé pour vaincre le gouvernement. On va continuer et finir cette partie sur Ida, la mère d'Airudin. Contrairement à Estrida, Ida était vraiment une femme aimante et surtout bienveillante. Nous l'avons vu tout le long du chapitre, elle a toujours été aux côtés d'Harald et surtout, bien qu'elle ait dû renoncer à son titre de reine dû aux vieilles lois de con, la Delbaf sur le sang royal, elle n'en a pas tenu rigueur à Loki. Loki, qui est le fils d'Harald et d'Estrida, la femme qui lui a en quelque sorte pris son mari, n'est pourtant pas rejetée par Ida. Au contraire, elle le considère vraiment comme le petit frère d'Airudin et souhaite aussi le rencontrer. Derrière cet amour maternel qui englobe Ida, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être elle, Moza. Ma théorie préférée concernant l'identité de ce personnage restera celle que je vous ai dévoilée dans la review du chapitre 1151. Moza, ou du moins Mosa, serait Imu, qui cherchait à manipuler psychologiquement Loki. Tous mes arguments sont dans cette review, je vais pas vous la refaire dans l'intégralité, mais du coup, en seconde option, j'imagine bien qu'Ida puisse être Mosa, cette figure amicale, réconfortante et aimante qui parlait à Loki à travers ce Dendenmushi. On pourrait y trouver une justification en se disant que Ida, donc Mosa, aurait pu être rejetée par les géants car en plus d'être de sang impur, la mère de Loki l'aurait tenu responsable d'une malédiction lancée à son encontre et ayant transformé son bébé en démon. Le scénario est parfaitement envisageable et vu la superstition d'Estrida, il n'est pas impossible qu'elle ait ordonné avant de mourir ou de quitter le château le châtiment d'Ida qui se retrouve isolée des autres avant d'entrer en contact avec Loki. Elle serait le dernier lien unissant Airudin et Loki, mais surtout serait la figure maternelle que ce dernier n'a jamais eue de sa vie et qui serait, je trouve, une très belle chose pour cet enfant n'ayant jamais ressenti l'amour d'une mère. Pour finir avec cette partie, je dirais que voir Ida et Harald naviguer à travers les pays, mettre au monde un enfant, se poser des questions sur l'histoire, c'est totalement ce qu'a fait un autre personnage plusieurs dizaines d'années après le roi d'Elbaf, Oden. J'en parlais à l'instant, mais Oden lui aussi a pris la mer en étant égoïste et très turbulent. Mais au fil de ses voyages, il y rencontrera l'amour, aura une descendance et découvrira l'histoire de son monde et de ses peuples qui le mènera directement sur Laftel aux côtés de Roger. Harald est littéralement un Oden XXL et je crois vraiment avoir un faible pour ces personnages qui se prennent d'amour pour la vérité et dédient leur vie à lutter contre les inégalités tout en découvrant d'eux-mêmes le vaste monde qui se cache à l'horizon. Et justement, en s'approchant de Wano Kuni, Harald récupère un bateau d'humains aux alentours et leur parle de ses moyens de navigation, car les techniques d'Elbaf étaient apparemment exceptionnelles même pour les autres nations. Alors, outre le fait que ce bateau que tient Harald pourrait très bien être l'une des épaves écrasées contre le rocher dans le littoral de Wano, qu'Oden découvre en rentrant au chapitre 968, la mention de l'étoile polaire est vraiment pertinente pour plusieurs raisons. Historiquement,
Historiquement, les Vikings étaient effectivement de grands navigateurs qui utilisaient une pierre de soleil pour repérer l'emplacement de ce dernier, même par temps nuageux, faisant référence à la pierre soleil d'Elbaf capable d'invoquer des arcs-en-ciel, mais également car bien qu'Harald est une boussole, les Vikings s'orientaient que grâce à Polaris, l'étoile indiquant le nord. Et cette étoile du nord, elle a un autre nom. En anglais, elle se nomme Lodestar. C'est un terme pour désigner une étoile servant de repère. Et Lodestar, c'est quoi, mesdames et messieurs? Eh bien, c'est la dernière île avant Laftel. L'île où Roger a compris que ce n'était pas la fin. Je me dis qu'avec ce lien d'âme qu'ont les Vikings et l'étoile polaire, il n'est pas improbable qu'Harald, qui a tant voyagé, ait voulu se rendre sur Lodestar, voire même qu'il s'y soit réellement rendu, découvrant un secret sur le monde qui changea totalement sa perception du gouvernement. Parce que oui, il va falloir en parler de cette île et se rendre compte que l'histoire va bien finir à un moment ou l'autre par s'orienter vers elle. Lodestar, c'est la dernière île officielle de Grand Line. Ça l'était à l'époque de Roger, en tout cas, c'est là-bas que tous les logposts pointent en réalité, car en suivant leur route, c'est Lodestar qu'on découvre, et pas Laftel. Et si ça se trouve, là-bas, l'une des dernières civilisations perdues de One Piece nous attend, cachant l'un des secrets du siècle oublié. Et si là-bas se trouvait aussi un des poneglyphes nécessaires à la formation du Rio Poneglyph. Si c'était cette île, la prochaine destination des Mugiwara, avant de se rendre sur Laftel pour y découvrir le One Piece. Je suis vraiment sérieux quand je vous dis qu'il y a un monde où le flashback d'Harald pourrait de nouveau mentionner cette île, 5 ans après que Goldie Roger l'ait révélé à Barbe Blanche et Oden. D'une manière ou d'une autre, les Mugiwara ne pourront pas échapper à la visite de cette île mythique, donc qu'Elbaf puisse l'introduire à travers Harald serait, je pense, bien loin d'être improbable. C'était un très bon début de flashback, vraiment, il y a encore plein de petits détails à relever par-ci par-là, alors on va le faire ce soir sur Twitch, rejoins-nous à 20h et si jamais tu peux vraiment pas venir, ce qui serait dommage, abonne-toi à la chaîne secondaire Gojiwara pour y voir toutes les rediffs. Allez, maintenant on passe au deuxième sujet, celui d'Estrid ou d'Estrida, comme vous voulez. Alors, Estrid ou Estrida, du coup, en fonction des traductions, est un personnage très spécial de ce flashback. Son impact se résume à avoir donné naissance à Loki, à l'avoir rejeté et finir par tomber malade pour mourir un an plus tard. Cette information est trouvable au chapitre 1136, quand les géants d'Elbaf racontaient l'histoire de Loki, disant que sa malédiction serait à l'origine du décès de sa mère un an plus tard. Donc il y a plusieurs sujets à aborder autour d'elle, on pourrait déjà commencer par sa taille. Elle est certes plus petite qu'Harald, qui je vous rappelle a du sang de géant antique en lui, mais est également plus grande que les géants normaux. Oui, ce chapitre a tendance à nous le faire oublier, mais les gardes, les villageois, tout ça là, ce sont des géants aux yeux d'humains normaux. Pourtant, ils paraissent ridiculement petits à côté de géants antiques. Donc Estrida est l'une des rares, voire la seule femme avec du sang de géant antique que nous avons eu l'occasion de découvrir dans One Piece. Ensuite, nous en apprenons un peu plus sur la géographie d'Elbaf, notamment qu'Estrida vient du village Sake, se trouvant au nord d'Elbaf. Mais comme chaque village d'Elbaf qui a une spécialité, comme celui du sud-ouest qui est le village des artisans ou celui du nord-ouest qui est celui des chasseurs, eh bien le village Sake doit avoir une particularité à lui. Dans ma review du chapitre 1147 où les villages sont présentés, je vous disais que l'un des villages pouvait être celui des savants et ironiquement, Estrid dit qu'elle vient d'une famille spécialisée dans l'art du vent et de la terre et du savoir. J'ai peut-être touché du doigt un bout de vérité ici, c'est cool, hein, mais le plus cool c'est l'introduction de cet ésotérisme autour d'Estrid. Oda a lié ce personnage au principe mystique du Feng Shui, qui est un art sacré chinois cherchant l'harmonie dans les flux d'énergie invisibles, aussi appelé le Qi ou le Qi entre l'homme et ce qui l'entoure. C'est basé sur le Yin et le Yang, sur les 5 éléments, les points cardinaux, mais aussi des animaux légendaires et chaque chose dans l'univers aurait une raison d'être. C'est trop passionnant parce que c'est des trucs auxquels je suis à même de souvent lire et analyser quand je fais des théories, en particulier sur le Haki, car comme vous l'aurez sûrement compris, le principe du Ki et du Haki sont exactement les mêmes choses pour Oda en fait, à tel point que le kanji du Ki, de Haki, est littéralement le même que celui du Ki chinois. Compliqué. Ce qui signifie en gros que l'art ancestral utilisé par Estrid et sa famille se base sur l'utilisation et la connexion du Haki dans une forme que l'on ne connaît peut-être pas encore ou alors dans sa forme la plus pure et la plus simple, celle qui n'est ni forcément transformée en armement ou en roi. Ça signifie également que derrière l'espèce de folie d'Estrida se cacherait peut-être un vrai pouvoir, c'est pas forcément du pipeau. Les dons de voyance de Shirley, la cartomancie de Basil Hawkins, ce sont des formes de divination très sûrement propres au Haki, particulièrement le Haki d'observation qui permet la vision dans le futur. Sur Wano, par exemple, le Haki se nomme le Ryuo, sur Skypiea, il se nomme le Mantra, peut-être que sur Elbaf, il a ce nom et cette description si spéciale permettant à ses adeptes de décrypter les messages de l'univers dans des lignes d'énergie. Et quand je dis qu'Estrida n'est pas entièrement perchée avec son pouvoir, c'est qu'elle a dit avoir été destinée à Harald. On pourrait penser que c'est une façon flatteuse, pompeuse de dire que c'est le forcer à l'épouser, mais elle n'a pas tort, car si elle n'avait jamais été avec Harald, eh bien Loki n'aurait jamais vu le jour. Et aujourd'hui, nous savons, ou du moins nous comprenons, que Loki sera
l'un des personnages déterminants de la fin de One Piece et de la place des géants dans la guerre finale. Alors oui, heureusement qu'Estrid et Harald se sont rencontrés. Il y a aussi ce qu'on a dit à propos de la prédiction. Avant même sa naissance, qu'Harald sera destiné à être tué par son propre fils. Là, comme ça, moi je l'ai compris dans le chapitre comme un mensonge, un moyen d'Estrida de se débarrasser de Loki. De toute façon, si on s'en sépare pas, il tuera votre roi bien-aimé, donc c'est pas ma faute. Mais en vrai de vrai, elle semble pas totalement avoir eu tort encore une fois. Loki aurait tué Harald, il aurait tué par obligation, certes, après que ce dernier se soit transformé en démon, mais vous voyez le délire, la prophétie s'est réalisée, juste pas de la manière qu'on pensait. On va continuer de parler un peu de Feng Shui, d'Estrid, je vais pas vous le cacher, c'est littéralement un enfer quand on a un temps aussi court pour faire une review d'analyser ce principe, car il est relié à tant de choses de One Piece, mais aussi il est tellement difficile à assimiler. Par exemple, Estrid là, elle parle à un moment du miroir qui est en configuration mortelle 5 étoiles. Alors déjà, le miroir dans le Feng Shui, c'est très puissant et très délicat. Il se place pas n'importe où, mais surtout, les 5 étoiles, en plus de faire évidemment un écho au doyen, le Gorosei, qui se traduisent du japonais en, les 5 étoiles. Dans le Feng Shui, c'est bel et bien assimilé à une catastrophe. Plus précisément, dans l'une des écoles du Feng Shui, celui des étoiles volantes, du chiffre 1 à 9, c'est l'étoile numéro 5 qui est la plus néfaste en étant assimilée aux catastrophes, accidents, maladies, décès, malchance, chaos. Bref, c'est pas Jojo, quoi. Et encore une fois, ce sont des drames qui auront bien lieu sur Elbaf et dans la vie d'Harald, d'Estrid et de Loki. Estrid tombera malade, Loki a été malchanceux tout en semant le chaos, et Harald, il décédera. Encore une fois, Estrid avait quand même un fond de vérité derrière ses frasques. En fait, c'est même tout Elbaf qui sera frappé par une malédiction qui sera mise sur le dos de Loki, mais qui serait en réalité presque un vrai sort lancé sur ce pays. Pour finir avec Estrid, parlons rapidement de Asura, le cheval qu'elle a offert à Harald. Nous le connaissons du chapitre 1136, car malheureusement, et après la naissance du prince, le destrier royal, le cheval de fortune, meurt. Alors il s'agit en réalité d'un cadeau ou d'une offrande de la lignée d'Estrid. Ce cheval à 8 pattes est l'incarnation de Sleipnir des mythes nordiques. C'était la monture divine d'Odin, capable de naviguer à travers tous les mondes de l'Yggdrasil, même le monde des morts. Il était complètement considéré comme le meilleur de tous les chevaux. Malheureusement, on n'a même pas eu le temps de le voir Harald le chevaucher, ni même de découvrir s'il possédait vraiment des pouvoirs à la hauteur de la créature mythique nordique. Je vous avais révélé dans la review du chapitre 1136 que ce cheval de chance pouvait être inspiré de Sleipnir, donc c'est cool que ce soit vraiment ça, mais du coup sa mort prématurée était encore un signe du destin que le chaos guettait Elbaf. Nous sommes à l'époque de la naissance de Loki, nous allons pouvoir découvrir sa version à lui des catastrophes dont on lui accorde la responsabilité, et c'est d'ailleurs totalement l'heure de parler de cet être exceptionnel dont l'histoire ne fait que se révéler de chapitre en chapitre. Je vous l'ai dit plus tôt et vous l'avez vu de vos propres yeux, le terrible destin de Loki a été révélé dans ce chapitre. Rejeté par sa mère qui, horrifiée des yeux démoniaques de son enfant, laissa Loki pour mort en le jetant dans le royaume des enfers d'Elbaf. Pourtant, la résilience exceptionnelle de ce nourrisson lui permettra de survivre dans ce climat extrême et malgré une chute de plusieurs kilomètres de haut. L'une des cases les plus horribles de One Piece apparaît alors. Loki, bébé et blessé, grimpe à main nue l'arbre d'Adam pour essayer de retrouver les siens. Vraiment, j'en ai les frissons à l'instant, parce que pendant justement un petit laps de temps, j'avais plus du tout l'impression de lire One Piece. C'était glaçant. Je vous avais bien dit que le flashback de Loki nous touchera en plein cœur, donc ça, c'est ok. Mais j'étais quand même loin d'imaginer que Oda irait jusque-là. Et wow. De toute façon, et encore une fois, les flashbacks sont le point fort de One Piece. Ils le confirment à chaque fois que le passé d'un personnage est révélé. Jamais nous aurions pu imaginer autant chialer devant l'histoire de Kuma. Eh bien, la magie de Oda, c'est précisément ça. Les flashbacks, voilà. Donc, derrière la haine que dégage Loki se trouve bien un être blessé, rejeté sous couvert d'une prédiction qui a totalement modifié la perception que les gens avaient de lui. Pour le coup, sa mère, et uniquement sa mère, est responsable de son malheur. Bon, on va aller un peu plus à l'essentiel parce que cette fin de chapitre demande quand même beaucoup d'analyse, je pense que vous savez pourquoi. Loki a des yeux de démon, plus particulièrement des yeux reptiliens qui vont nourrir un tas de théories sur les vrais pouvoirs que cache le prince maudit. C'est, il me semble, et excepté Mihawk ou Imu, une première dans One Piece de voir des yeux naturellement, contrairement à Akuba, si différents des autres. Tellement différents que Loki a précisément été rejeté à cause d'eux. Aujourd'hui, nous pouvons alors comprendre pourquoi ses yeux sont bandés, tout comme Katakuri qui a caché son visage depuis son enfance après que Brûlé ait été agressé. Loki, lui, cachait ses yeux pour peut-être espérer ne plus être rejeté du reste du monde. Car si sa mère n'a pas pu l'aimer, je vous laisse imaginer que les autres citoyens d'Elbaf ont sûrement dû voir en lui l'image d'un monstre et l'auraient aussi repoussé pour ça, le forçant à cacher ses yeux et à ne vivre qu'à travers le haki de l'observation. Alors justement,
Maintenant, d'où viennent ses yeux? Pourquoi les pupilles de Loki sont-elles exactement celles d'un reptile, un serpent ou un dragon? Je vous parlerai bien de l'histoire de Sigurd, œil de serpent, l'un des fils du légendaire Ragnar Lothbrok, qui serait né avec l'image d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue, entourant la pupille de son œil droit. Mais je préfère pour le coup rester totalement connecté à One Piece, en partie, car ce nouveau chapitre et cette nouvelle révélation se lient parfaitement à ma théorie principale sur Loki, qu'il soit le dragon Nidhogg des mythes nordiques, mais aussi une forme d'incarnation du serpent rouge sang. Et ce sujet précis mérite également un traitement particulier dans cette review, puisque une autre révélation nous est faite au sujet de cette véritable légende de One Piece. Quand Harald et Ida échangeaient leur histoire, nous apprenons qu'Ida vient de South Blue et qu'elle a traversé Red Line pour atterrir dans le Nouveau Monde. Sauf que pour Harald, Red Line ne s'appelle pas Red Line. Non, il le surnomme le serpent rouge de sang. La même créature mentionnée il y a plus de 1000 chapitres, il y a 25 longues années par Dory et Broggy sur l'île Garden, se vantant de la force irrésistible des géants d'Elbaf, excepté face au serpent rouge sang. Pendant toutes ces années, nous avons tout imaginé concernant cette entité. Était-ce une créature, un homme, une métaphore? Eh bien, cette dernière hypothèse était intéressante, puisqu'à l'occasion du 15e anniversaire de One Piece, un mini databook est sorti en 2012 et mentionnait déjà à ce moment-là que Red Line serait le serpent rouge sang des géants. Sauf que, eh bien, tout le monde ne le savait pas. Déjà, ce databook n'existait qu'en très faible quantité et en japonais en plus de ça, si tu te renseignais pas un minimum, le bon français que tu es ne pouvait connaître son existence. Donc pendant 13 ans, on hésitait encore à prendre cette hypothèse comme réelle. Le serpent rouge sang est-il vraiment la montagne séparant le monde ou alors est-il une vraie créature? Eh bien aujourd'hui, nous en avons la confirmation. Cette réponse, on l'avait depuis 13 ans, donnée dans le databook japonais. Le serpent rouge sang est donc bel et bien un Red Line. Maintenant, il faut quand même qu'on en parle car tout ce mythe reptilien est éparpillé à travers One Piece et Loki nous confirme aujourd'hui avoir un lien avec cette créature. Ses yeux sont la preuve qu'il possède un pouvoir en lui, qu'il a un sens spécial et qu'il est spécial tout simplement en fait. On peut parfaitement imaginer qu'il ait hérité ses yeux d'un lointain ancêtre de Harald ou même de Estrid, voire qu'en plus d'être un géant antique, Loki est des gènes d'une race qui existait encore avant et qui a totalement disparu de l'histoire. On peut aussi se dire, et là c'est une idée qui me plaît énormément, que Loki incarne un monstre, une créature et que son origine soit la même que celle du Gorosei. Vous avez très bien remarqué que le Gorosei sur Egghead ont dévoilé des formes animales terrifiantes et surtout immenses, vraiment à l'opposé de ce que sont normalement les Zoan. Et justement, lorsqu'Oda les a présentés, lorsqu'il a présenté leur forme animale, il n'a pas mentionné la nature de leur fruit du démon. Là où Marco serait introduit en phénix possédant le Zoan mythique du phénix, le Gorosei, eux, ne sont seulement représentés que par l'identité de leur yokai, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de fruit du démon, ils sont juste l'incarnation de ces créatures, changeant ainsi du tout au tout notre vision de One Piece et la hiérarchie des pouvoirs que l'on pensait jusqu'alors réservés aux utilisateurs de Zoan. Chacune des créatures incarnées par le Gorosei seraient des créatures ayant existé, des êtres mystiques et légendaires issus du folklore du monde de One Piece, des créatures qui auraient effectivement pu devenir des Zoan mythiques, tout comme le phénix encore une fois, mais qui ont sûrement été accordées au doyen Parimu, le démon originel qui confère des pouvoirs ou des malédictions. Je ne vous parle pas de tout ça pour rien, car je soupçonne que Loki ait subi quelque chose de plus ou moins similaire. Il est lui aussi possédé par un pouvoir ancien, habité par une créature antique qui existait il y a des siècles et qui n'a rien à voir avec un fruit du démon. Maintenant, je vais reprendre ma théorie du chapitre 1130. Loki était pour moi le serpent rouge sang des mythes d'Elbaf, et ce serpent, il l'incarnait à travers le Zoan mythique du Nidhogg, le serpent dragon reposant à la racine de l'Yggdrasil. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais cette théorie n'est pas décrédibilisée pour autant. Il y a toutefois un problème et deux options se présentent à moi. Loki a bel et bien les yeux d'un dragon ou d'un serpent. Nidhogg peut être totalement les deux, et même si le serpent rouge sang se trouve en réalité être Red Line, il existe un autre serpent dans les mythes d'Elbaf qui semblait bien être une créature et qui fut il y a bien longtemps à l'origine de la destruction du premier monde. Le serpent des flammes infernales, cette créature dépeinte dans le Harley. Et si c'était lui, l'ancêtre de Loki? Et si c'était le pouvoir de cette créature qui sera scellée dans la lignée royale et maudite d'Elbaf, destinée à renaître, telle une arme antique, tel Poséidon qui réapparaît entre les sirènes et les membres du clan Ryugu. Je vous rappelle d'ailleurs que Nina a sorti une théorie vraiment exceptionnelle au sujet de Loki et son lien avec l'arme antique Pluton, intimant également une espèce de connexion avec le serpent il y a de cela plusieurs mois. Loki est donc la réincarnation d'une créature capable de détruire le monde, mais surtout l'une des principales puissances capables d'éradiquer le gouvernement mondial.
expliquant la peur que les géants génèrent pour Imu et les chevaliers divins qui souhaitent les avoir dans leur propre camp. Et d'un autre côté, ce serpent affronte ce qui semble être un dragon au sommet d'un arbre, peut-être l'arbre d'Adam d'Elbaf. Et la créature lui ressemblant le plus jusqu'à présent, introduit sur Elbaf, se trouve être Nidhogg. Nidhogg, le dragon des racines de l'Yggdrasil, parfait parallèle à Loki, enchaîné à la base de cet arbre depuis 6 ans, ayant été jeté dans cet enfer dès sa naissance, a été introduit par Oda récemment à travers les cauchemars des enfants d'Elbaf. Il y a donc un problème dans cette théorie. Loki est-il le serpent des flammes infernales ou le dragon Nidhogg, puisque ces deux créatures semblent être totalement dissociées dans la fresque d'Elbaf? Si je dois vraiment choisir, j'ai pas trop le choix, je pencherai plus sur ce que je défends depuis le chapitre 1130. Loki et Nidhogg, trop de choses ont fini par coller avec le temps. Au-delà de tous mes arguments originaux initiaux, nous apprenions par exemple au chapitre 1142 que Nidhogg est appelé par les enfants d'Elbaf le dragon du tonnerre, et sa représentation physique le montre, la langue pendante et les yeux d'un reptile. Dans le même chapitre, quelques pages auparavant, Loki levait son marteau Ragnir pour frapper l'arbre d'Elbaf et invoquer la foudre, créant un nouveau parallèle avec cette créature, en plus de sa langue pendante caractéristique et de la révélation aujourd'hui des yeux reptiliens qu'il a depuis sa naissance. Autre point intéressant, Luffy au chapitre 1130 explique sentir de l'électricité dans l'air et que cela vient de la personne à l'origine des hurlements qu'il a entendus plus tôt. Cette personne, c'est Loki, qu'il finira par rencontrer quelques pages plus loin. Donc si cette théorie en vient à se valider et que Loki est ce dragon, qu'en est-il du serpent des flammes infernales? Est-il tout simplement et à nouveau Redline, appelé autrement par le passé et expliquant l'espèce de fusion que ce serpent peut avoir avec la terre dans la fresque d'Elbaf? Eh bien dans ce cas-là, ok, on pourrait avoir le secret et l'explication de l'œil de Loki, mais donc quel est le secret de Redline? Pourquoi en parler dans ce chapitre? Pourquoi ce mythe autour des géants? Parce que depuis tout à l'heure on parle de serpent rouge sang, mais ce n'est pas la vraie traduction en japonais, il est plutôt question du serpent imprégné de sang. Ce qui change absolument tout en fait, car vous l'aurez compris, Redline est un continent terrestre, et s'il est de cette couleur rouge, alors c'est peut-être bien à cause du sang imprégné par des victimes, peut-être des victimes du gouvernement qui ont érigé cette montagne pendant le siècle oublié. Cette couleur viendrait du sang coulé lors de cette guerre, le sang de Joy Boy, des géants, des Lunarians et de toutes les tribus ayant participé à combattre les 20 rois. Redline, qui sépare le monde et crée des frontières, aurait été le théâtre d'un affrontement sanglant qui teintera la roche d'une couleur rouge sang. Un mythe qui d'ailleurs existe bel et bien dans notre monde, autour de la montagne sacrée Uluru en Australie, qui doit sa couleur au rouge après que l'esprit lézard Adnoartina ait mordu le cou du chasseur Marandi. Une montagne rouge imprégnée de sang, qui a d'ailleurs comme divinité principale Kuniya, le python femelle de la création, alors que Redline se nomme le serpent imprégné de sang, probablement car c'est vraiment l'origine de sa couleur rouge. Vous commencez à comprendre l'importance de ce mur rouge du coup, que la guerre antique du siècle oublié se soit peut-être passée là-haut, sur ce continent, et que ces vestiges s'y trouvent toujours. Mais peut-être que le plus important à noter, et surtout à ne pas oublier, c'est que finalement, Dory et Broogie nous ont révélé, il y a plus de 20 ans, que les géants cherchaient à détruire Redline. C'est très clairement ce que sous-entend la phrase « Seul le serpent rouge sang résiste à nos lames », signifiant que les géants ont cherché à détruire ce mur, mais n'y sont pas parvenus car leurs lames étaient trop faibles. Les géants donc, mais pas seulement, les baleines également. Que ce soit Laboon ou toutes les autres Island Wall, ces créatures marines arborent les mêmes cicatrices sur le crâne, des cicatrices provoquées par un choc répété sur la paroi de Redline. C'est simplement une preuve de plus que l'adversaire final du monde ne sera peut-être pas Imu ou Barbe Noire comme nous le pensions, mais bien la chose qui sépare tous les peuples et toutes les mers, la ligne rouge érigée en ceinture autour du monde. Les baleines ont l'ordre depuis des millénaires de détruire cette montagne, tout comme les géants ont essayé de venir à bout du serpent rouge sang. Aujourd'hui, ça sera au tour de Luffy, mais aussi au tour de Loki de détruire ce mur, et ils y parviendront grâce à une aide combinée de tous les pouvoirs qu'ils ont accumulés au fil de One Piece. Les rois des mers se joindront aux baleines grâce à Poséidon pour ébranler ce mur, et Pluton sera libéré de Wano Kuni pour détruire une partie de ce continent, puisque cette arme est reconnue pour avoir la puissance d'éradiquer une île entière. En vrai, c'est pas mal cette fin de review. On découvre la créature incarnée par Loki, mais aussi le secret que pourrait cacher Redline avec sa couleur rouge et l'objectif intime qu'ont les peuples de One Piece à vouloir détruire ce mur pour se rassembler. Eh bien écoutez les bros, on en a fini pour cette review. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 20h pour le petit live, débrief comme d'habitude. On va en parler tout ensemble, ça va être très cool. Et puis écoutez, je vous dis à dans 2 semaines. Je prends une petite pause la semaine prochaine pour avancer les vidéos. Et dans 2 semaines, du coup, pour la review du 1154, en fait, c'est parfait. Donc voilà, des bisous, portez-vous bien,
Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.